Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. En janvier 2022, j'arrive à Rio, pour un mois initialement, et je voulais rencontrer des personnes, mais d'abord, comment je me suis retrouvée à Rio? Pour la petite histoire, j'avais vécu les confinements dans mon appartement parisien en couple et ça a été très compliqué, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Bon, je pense que les confinements, ça a été difficile pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui disent « Ah oui, moi le confinement, ça s'est très bien passé ». Elles sont quand même très rares, hein, il faut quand même le dire. Et j'en parlais notamment dans l'épisode 200 avec ma meilleure amie, mais je pense que les confinements, ça a été la période la plus difficile pour moi, psychologiquement parlant. On pense que le gouvernement a aidé les entrepreneurs, surtout vu de l'étranger. Donc, le gouvernement français va aider les entrepreneurs, ils vont envoyer des aides. Je n'ai rien reçu. Je n'ai eu droit à 0 € d'aide. Donc ça a été horrible parce que je voyais mon chiffre d'affaires descendre. J'ai dû réadapter mon business. Ça a été très compliqué psychologiquement et de garder les nerfs. Donc, les confinements m'avaient vraiment vidé. Alors, j'avais besoin de voyager, j'avais besoin de partir, donc je claque tout. Je me sépare de mon ex et je pars quelques semaines au Mexique. Et quand je suis au Mexique, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Je sais que tu adores le Brésil. Je vais au carnaval de Rio, viens. » Bon, après 15 minutes, mon vol pour Rio était réservé et j'arrive, je débarque à Rio en janvier 2022. Pour la petite histoire qui est hyper rigolote, c'est que entre-temps, le gouvernement brésilien avait annulé le carnaval et donc mon ami n'est jamais venu à Rio. Donc je dis souvent que c'est de sa faute si je suis partie à Rio et que j'ai voulu m'installer là-bas. C'est elle qui a commencé le mouvement. Enfin, c'est très drôle, évidemment. J'étais très contente d'être à Rio avec ou sans elle. Mais voilà, elle a été l'élément déclencheur. Et quand donc je suis arrivée à Rio, c'est la deuxième fois que je visitais cette ville, je ne connaissais absolument personne. Mon niveau de portugais n'était vraiment pas suffisant. Je pense que j'avais un niveau A2. Et pour rencontrer du monde, il y a plusieurs options. Celle que je préfère quand je voyage et que je te recommande, peu importe où tu habites dans le monde, si tu veux rencontrer des francophones, c'est d'aller sur Facebook. Je ne suis pas payée par Facebook pour parler de cette technique, mais ça fonctionne. Donc, je te conseille d'aller sur Facebook, tu tapes français plus le nom de ta ville ou de ton pays et tu peux rencontrer des francophones. Dans les groupes de français plus le nom de ta ville, il n'y a pas que des Français. C'est toutes les personnes qui sont francophones. Donc, tu verras, il y aura des Suisses, il y aura des Belges, il y aura des Québécois. Donc, c'est uniquement pour la langue française, mais toutes les personnes qui parlent français ou qui se considèrent comme francophones sont bienvenues dans ces groupes-là. Donc j'arrive à Rio, je veux rencontrer du monde, je ne sais pas trop comment faire. Encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'application pour se faire des amis, il y a des applications de rencontres amoureuses. J'étais pas du tout intéressée. Et donc, je vais sur Facebook et je tape Digital Nomad Rio, Gringos Rio, Expat Rio. Et je trouve donc un groupe de Digital Nomades et je poste un message. Salut tout le monde, je m'appelle Yasmine, je suis à Rio pour un mois et j'aimerais rencontrer des personnes qui sont aussi digital nomades ou aussi entrepreneurs. Je suis professeur, je parle français, anglais, espagnol, j'apprends le portugais. Je suis disponible pour un café, un apéro ou un coworking. Je me suis dit, je vais essayer, on verra bien si ça se tente ou pas. J'ai eu plein de réponses hyper intéressantes sur ce post, donc je me suis dit, bon, écoute, très bien. Et dans les réponses, il y a une certaine Danielle qui est française et qui est aussi dans le monde des langues étrangères qui répond. Et je me suis dit, c'est trop bien, cool, une française. Et donc après ce post, je me suis dit, je vais quand même organiser un événement, sait-on jamais. Donc j'organise
un type d'apéro, after work, meet-up, ouh là là, plein d'anglicisme, dans un bar et je poste sur le groupe, voilà, salut les amis, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent rencontrer d'autres personnes, venez. Il faut savoir que c'est inconfortable de faire tout ça, c'est pas quelque chose qui est inné. Quand t'organises un événement avec des inconnus dans un bar, si c'est toi l'organisateur ou l'organisatrice, tu es tout seul. Donc moi, j'arrivais toute seule dans le bar et j'ai attendu. Je ne sais pas à quoi ressemblent les personnes. C'est un peu une inconnue, mais c'est aussi un peu excitant parce que tu rencontres des personnes qui sont souvent très intéressantes. Et c'est toujours un exercice extraordinaire, juste pour nous, de se dire qu'on sort de notre zone de confort. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et lors de cet événement, Danielle est venue. Et donc elle me parle de son parcours professionnel et de son travail que je trouve fascinant. Et en plus, il faut aussi savoir que les Français, quand ils sont à l'étranger et que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas parlé français, il y a un truc qu'ils adorent faire, c'est parler français. Moi, j'adore ça. Quand ça fait un moment que j'ai pas parlé français, si je rencontre un Français ou un francophone, je suis trop contente. Ah, tu parles français! Et donc, tu dois te demander pourquoi j'ai décidé d'inviter Danielle dans mon podcast. Et c'est une très très bonne question. Donc, si tu aimes les films et que tu regardes des films en français, cet épisode va te plaire. Danielle, c'est la spécialiste des sous-titres dans les films et les documentaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Son métier, c'est de traduire des vidéos et d'ajouter des sous-titres en français. Donc, si tu as déjà regardé des films et que tu as constaté que l'audio n'était pas le même que le texte, et je suis certaine que ça t'est déjà arrivé, si tu as aussi remarqué que parfois les phrases écrites sur l'écran étaient différentes de l'audio, si t'as aussi constaté que les phrases écrites sont beaucoup plus courtes que l'audio, c'est qu'il y a des explications scientifiques et c'est Danielle qui nous les donne dans cette interview. Donc si tu viens en plus d'arriver dans mon univers, je ne suis pas fan de films à la base, je préfère documentaire, mais j'ai trouvé cette interview absolument fascinante. J'ai découvert des informations que j'ignorais. On parle aussi inévitablement de l'intelligence artificielle qui change et qui menace certains métiers, dont celui de Danielle. Et je tiens aussi à dire que l'intelligence artificielle, par exemple, pour les sous-titres sur les vidéos, en automatique, c'est pas encore au point du tout. Je l'utilise parfois pour mes vidéos que je poste sur Instagram. Je suis obligée de repasser dessus. Je suis obligée de relire et de corriger. Il y a plein de fautes. Donc, l'intelligence artificielle à l'heure où j'enregistre cet épisode est encore fâchée avec la grammaire. En tout cas, cette interview est fascinante, super intéressante. Tu vas découvrir plein d'informations sur la vidéo, sur le monde de la traduction aussi, qui est un monde extraordinaire. J'espère que tu vas adorer cette interview autant que moi j'ai adoré l'enregistrer avec Danielle. On a passé un super bon moment et je suis certaine que toi aussi, tu vas passer un très bon moment avec nous. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité est Danielle Marquez. Salut Danielle. Salut Yasmine, qu'est-ce que je suis contente d'être là. Moi aussi, ça fait un moment qu'on essaie de planifier cette interview. Phew. Voilà, c'est bon. Ouh, on y est. Danielle, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? C'est difficile comme question. Ça commence fort. Mais moi, je suis née à Paris d'une maman franco-brésilienne et d'un papa portugais, et je vis à Montréal. Voilà pour la géographie de qui je suis. J'ai 43 ans et je travaille comme traductrice dans l'audiovisuel depuis 2006. Voilà, puis j'essaye de gagner ma vie comme ça et de profiter de la vie autant que je peux en même temps. Traductrice dans l'audiovisuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je traduis principalement des contenus pour la télévision qui est en train de mourir, mais aussi pour tout ce qui est plateforme de visionnage, Netflix, Orange, OCS, tous ces trucs-là. Je traduis un peu pour le web aussi, mais en gros, moi, mon matériel de travail, c'est des vidéos. Donc, je traduis. Dans l'audiovisuel, on dit qu'on traduit de l'image et du son, parce que quand on traduit un son qui s'accompagne d'une image, la traduction, elle va s'appuyer aussi sur ce qu'on voit à l'image. C'est un complément et c'est une béquille de ce que nous on raconte en texte. Parfois, ça aide justement à pas trop en dire, parce qu'on sait que l'image est là en appui du texte en fait. Donc c'est important, la partie visuelle dans audiovisuel est vachement importante. Comment t'es devenue traductrice? T'as fait quel type d'études pour devenir traductrice? Moi je me suis vachement cherchée professionnellement au cours de mes études. J'ai d'abord fait un DUT en technique de commercialisation. Autant te dire que ça ne me correspondait pas du tout.
Mais mes parents voulaient que je fasse un truc, m'ont pas trop laissé le choix, à vrai dire. Ils voulaient que je fasse un truc sérieux, tu vois, où j'allais trouver un vrai métier qui rapporte un minimum de sous, ce que je peux comprendre. Et il se trouve qu'il y avait un IUT de technique de commercialisation à côté de chez moi. Et donc c'est pour ça que je suis allée là, parce que je savais pas quoi faire, et je me suis dit bon ben le temps que je trouve ma voie, je vais faire ça. À la fin de mon DUT que j'ai décroché et dont j'étais à ce moment-là absolument convaincue que je voulais pas faire de commerce, là j'ai embrayé sur une licence et maîtrise en journalisme et communication, parce que ça me tentait déjà un peu plus. Puis j'ai fait un petit hiatus entre la licence et la maîtrise pour bosser en radio. J'ai tripé ma vie, j'ai bossé 2-3 ans en radio. J'ai quand même fini ma licence, ma maîtrise, et finalement, après ma maîtrise, je me voyais pas journaliste, je me voyais pas bosser dans la pub, et en fait, je suis revenue à mon premier amour, qui est l'audiovisuel. Moi, j'étais une mordue de cinéma, une mordue de séries télé, et d'ailleurs, mes 2 années en communication, moi, je les ai vachement axées sur la culture pop, et sur mon mémoire de maîtrise, c'était un mémoire sur la série Friends, tu vois. Alors que des gens faisaient des trucs sur des sujets vachement plus sérieux, de journalisme et tout, bah moi non, moi j'ai fait une analyse de la série Friends. Et bref, donc là je me suis dit, ok, c'est ma dernière année d'études, je vais faire un master, et là je suis allée à Nanterre et j'ai fait un master en traduction spécialisée dans l'audiovisuel, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et tu as grandi déjà avec plusieurs langues à la maison. À l'école c'était en français j'imagine, mais à la maison vous parliez portugais? Ouais, donc moi je suis née en France, mais dans une famille où on parlait exclusivement portugais à la maison. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai commencé la maternelle, moi je suis rentrée en dernière année de maternelle. Je pense que je parlais déjà français à l'époque, mais j'étais tellement habituée à parler portugais que je me souviens d'avoir eu des moments de flottement à l'école où j'avais l'impression, dans mes souvenirs d'enfant, de pas réussir à communiquer avec les gens. Et je pense que c'était lié à ça. Mais bon, très rapidement, je suis rentrée dans le bain. Et quand j'étais encore très jeune, je pense que j'avais peut-être 9 ou 10 ans, mes parents m'ont inscrit à des cours d'anglais, parce qu'ils avaient conscience que parler plusieurs langues, c'était important. Eux-mêmes étant dans un pays peut-être où c'était pas leur langue d'origine. Et donc, ouais, moi j'ai maîtrisé l'anglais très jeune, parce que non seulement j'aimais ça, mais en plus je m'abreuvais d'énormément de littérature anglophone. Je regardais la télé en anglais. Enfin, vraiment, c'était moi j'ai baigné là-dedans super jeune. Donc très jeune, j'avais le français, le portugais et l'anglais. Et ensuite, quand j'ai fait mon passage en radio, je travaillais pour Radio Latina, qui était pas exactement le même format de Radio Latina qui existe aujourd'hui, qui est devenu le format a changé, c'est plus exactement la même chose qu'avant. À l'époque où moi je suis arrivée chez Radio Latina, bien que c'est déjà été une radio commerciale à l'époque, on avait encore un format vachement communautaire, et tous les gens qui bossaient là, c'était des gens qui venaient soit d'Espagne, soit d'Amérique du Sud, et donc c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, un peu sur le tas. Moi aujourd'hui je comprends parfaitement l'espagnol, je le parle pas parfaitement, mais je le comprends très bien. Et je parle français, anglais et portugais. Dans ton travail, tu fais donc des traductions, mais c'est dans quelle direction les traductions? Alors moi, je traduis quasiment exclusivement vers le français, parce que c'est la langue, même si je peux considérer que j'ai 2 langues maternelles, la langue dans laquelle j'ai grandi, la langue dont je comprends et je maîtrise le mieux toutes les subtilités, c'est le français. Et ça, c'est un peu une condition sine qua non pour un traducteur, c'est de travailler vers sa langue première en fait. Alors malheureusement, c'est pas une pratique que tout le monde respecte. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent un peu traducteurs et qui vont te dire bah non, moi je comprends l'italien, je comprends l'allemand, je comprends je peux traduire dans les 2 sens. Le résultat est jamais tout à fait satisfaisant. Tu peux bidouiller des trucs, mais si tu veux faire du boulot professionnel, normalement tu te cantonnes à ça, à traduire vers ta langue première. Et moi, c'est le français, clairement. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'avais déjà vu notamment sur LinkedIn, des traducteurs qui expliquaient vraiment qu'ils travaillaient, par exemple, d'une langue vers une autre, mais qu'ils allaient pas dans l'autre sens, qu'ils traduisaient pas dans l'autre sens. Et après, oui, il y en a d'autres qui font dans les 2 sens. C'est parce que le bilinguisme, à la base, il y a plein de gens qui vont se dire bilingue, mais le bilinguisme, à la base, c'est un concept où tu maîtrises parfaitement 2 langues. Et c'est rare, les gens parfaitement bilingues qui ont vraiment cette connaissance et cette maîtrise de 2 langues différentes, voire plus, mais c'est encore plus rare, ça court pas les rues. Et c'est pour ça que moi, je me dis pas bilingue, je me dis pas trilingue. Oui, je comprends et je suis capable de m'exprimer dans plusieurs langues. Le bilinguisme, pour moi, en tout cas, c'est un truc vachement rare.
Donc non, je traduis pas. Sauf si on me demande de griffonner un truc vite fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'un paragraphe traduit en anglais ou même en portugais, je peux le faire. Mais en général, je vais toujours faire appel à quelqu'un dont c'est la langue maternelle pour une relecture. Parce que sinon, j'ai toujours la crainte qu'il y ait quelque chose de bizarre, quelque chose qui sonne pas naturel. Parce que c'était dans ma liste de questions que je t'ai déjà envoyée. Bon, pour les personnes qui écoutent ce podcast, je prépare les questions à l'avance. Donc, en général, les invités ne sont pas lancés en dernière minute comme ça, sans question. Et il y avait évidemment cette question de bilinguisme et je voulais connaître ta définition. Donc, aujourd'hui, tu ne te considères pas, par exemple, comme bilingue français-portugais? Oui, de manière générale, oui, parce que le portugais aussi, c'est ma langue maternelle, et surtout, depuis quelques années, je le développe énormément, mon portugais. Je suis beaucoup retournée au Brésil. Je consomme aussi énormément de produits culturels en portugais. Donc, plus ça va et plus je tends vers le bilinguisme, je dirais. Et puis c'est pareil, mon anglais est, sans vouloir paraître arrogante, mon anglais est vraiment bon. Je m'exprime très bien en anglais, je le comprends très bien, mais ça me gêne. Moi, ça me gêne un peu de me dire bilingue, parce que le français, ça reste ma langue la plus forte. Celui dans lequel je peux exprimer une multitude de nuances que je suis pas nécessairement capable d'exprimer dans n'importe quelle autre langue que je parle. Moi, je tiens aussi à préciser que je connais Danielle personnellement. On s'est rencontrés quand j'étais de passage au Brésil. Et qu'elle est très, très modeste. Son portugais est extraordinaire. Elle parle un portugais impeccable et aussi l'anglais. Donc, je sais que plein de personnes qui sont polyglottes et qui parlent plusieurs langues ont des définitions différentes de ce qu'est le bilinguisme. Et pour moi, je te considère comme bilingue, trilingue, sans aucun problème. Mais tu sais, c'est marrant parce que ici à Montréal, j'ai beaucoup d'amis brésiliens. Avec qui j'ai la chance justement de pouvoir pratiquer mon portugais et puis souvent ils oublient même que tu sais que je suis française au départ parce qu'on a l'habitude de parler en portugais et bref et sauf que parfois je vais poser une question genre sur une expression ou sur un mot qui pour eux tu sais ça pour eux ça a pas de sens que je connaisse pas ce mot-là et là ils disent ah ouais c'est vrai c'est vrai qu'en vrai t'as pas grandi au Brésil parce que bah oui il y a des choses très basiques qui vont m'échapper. Et c'est en ça aussi que je dis que bah non, je suis pas bilingue, c'est parce que il y a des choses du langage courant que je maîtrise pas quoi. Mais je fais très bien illusion en termes de bilinguisme. Mais c'est aussi la même question qui se pose, par exemple, avec tout ce qui est natif, tu vois. Moi, j'ai parfois des personnes qui me contactent pour suivre des cours et qui veulent absolument parler français comme un natif. Moi, je dis toujours aux élèves, c'est un objectif hyper toxique parce que il manque plein de références culturelles qui sont incomprises dans la notion de natif ou native. Par exemple, en France, tous les natifs ont déjà entendu parler de Bernard Tapie, même s'ils sont pas dans la politique et tout ça. Après, ils vont regarder un spectacle avec un humoriste. Il y a une blague sur Bernard Tapie. Même si la personne a un excellent niveau en français, il y a peu de chances si elle n'a pas grandi ou a été baignée dans une immersion totale de la culture française. Ça, c'est un élément qui va pas être maîtrisé et c'est pas grave. Moi, je dis toujours, c'est pas grave. T'as complètement raison et c'est un élément essentiel dans une langue, c'est qu'une langue c'est pas juste des mots et une grammaire, c'est collé à une culture. Et ça c'est hyper important, notamment en traduction, parce que on va en parler peut-être plus tard des difficultés de la traduction. Les références culturelles en traduction, c'est un énorme casse-tête. Justement parce que tu fais pas juste traduire des mots. Tu traduis des réalités. Et puis en plus, tu dois te demander à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à des gens qui vont comprendre ces références culturelles-là? Est-ce que tu t'adresses à des gens qui ont un peu de notion de... Enfin, il faut te demander quels sont les référents culturels que les différentes personnes qui vont être confrontées à la traduction peuvent avoir en commun. La culture qui se cache derrière une langue, c'est un élément hyper important dans la traduction. Et évidemment, t'as raison, dans l'apprentissage d'une langue. Et c'est illusoire, je pense, de se dire qu'un jour, même si t'as le meilleur prof de français du monde, tu vas pas devenir un français. Ça ne se simule pas, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose que tu vis. Ouais, clairement. Ben ouais, je suis d'accord. Enfin, je leur dis, et moi-même, j'apprends des langues étrangères. Bah, tu sais, depuis combien de temps j'essaie d'apprendre le portugais brésilien. Bah là, c'est pareil, tu le parles très très bien aussi. Ouais, je le parle, mais je suis moi-même une très mauvaise élève, mais j'ai jamais eu l'objectif de parler comme les Brésiliens.
Si les Brésiliens me comprennent quand je parle, c'est largement suffisant. Je sais qu'il y a plein d'aspects de la culture que je n'aurai jamais. La culture brésilienne, l'histoire brésilienne, j'ai beau l'apprendre. La culture brésilienne en plus, t'imagines? C'est un continent, le truc. Ouais. Non, et c'est pas grave. Je pense que ce qui est important quand t'apprends une langue, c'est de créer ce pont, justement, entre les deux cultures et de te rendre capable de traverser ce pont. Mais c'est un apprentissage qui s'arrête jamais. C'est le travail d'une vie. Tu vas tout le temps enrichir ton vocabulaire, ta grammaire, ta fluidité, mais tu vas aussi constamment enrichir ta connaissance de la culture qui se cache derrière. Et je trouve que ça fait partie de ce qui est beau dans cette aventure-là aussi, c'est que t'apprends tout le temps, en fait. C'est pas genre, bon, j'apprends une langue, paf, c'est fini, je peux passer à la suivante. Tu vas apprendre toute ta vie. Si ça t'intéresse, tu vas continuer à apprendre cette langue et tout ce qu'elle cache jusqu'au bout, quoi. Ah oui, même nous, natives, il y a encore des choses qu'on découvre en français, hein. Donc, il y a plein de mots que je découvre. Carrément. Après, je vois maintenant, en fonction de mon algorithme sur LinkedIn, j'ai remarqué que je suivais des personnes qui étaient un peu trop spécialisées dans la langue française. Et donc, là, le nouveau truc à la mode, c'est qu'ils proposent 5 mots hyper rares de la langue française. Et je me dis, mais heureusement qu'ils sont rares, ces mots. C'est des mots imprononçables, jamais entendus de ma vie. Et aussi, c'était il y a quelques mois, j'ai participé pour le fun à la grande dictée à Paris. Et même chose, dans la dictée, il y avait 4 mots que j'avais jamais entendus de ma vie. Croque en jambe. Je pense que je l'ai déjà entendu. Je saurais pas dire ce que c'est, croque en jambe. Au secours. Je sais plus. Je pense que je l'ai su. Ouais. Mais c'est cool quand même d'apprendre ces trucs-là. Le tréfond. Ah oui, le tréfond, oui. Alors oui, le tréfond, là, pour le coup, Yasmine, oui, le tréfond, il faut que tu l'intègres à ton vocabulaire. Et ben voilà, donc tu vois, j'apprends encore des choses dans ma propre langue maternelle. C'est un voyage magnifique, qui dure, qui est long, et c'est ça aussi qui est rassurant, c'est que le voyage de la langue sera toujours là. Il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de limite. On peut faire des pauses, on peut revenir, on peut continuer, on peut améliorer, on peut faire plein de choses. La langue sera toujours là et les choses à découvrir seront toujours là. C'est un voyage sans fin. Ah ouais, puis je trouve que c'est un voyage super parce que quand tu commences à apprendre une langue, tu ouvres une porte sur un monde infini probablement. Et donc c'est ça que je trouve super beau dans l'apprentissage des langues, c'est que tu fais pas juste apprendre à former des phrases, tu pars à la découverte de tout un univers. Puis ça, c'est évidemment sans fin, quoi. Dans ton métier, donc tu travailles avec les 3 langues, bon, essentiellement vers le français, c'est ce que tu disais. Est-ce que il y a une langue qui est un peu plus à la mode en ce moment que dans le métier de traducteur, par exemple? C'est difficile pour moi de répondre à cette question de façon générale. Moi, je remarque que depuis quelques années, on fait davantage appel à moi pour des traductions depuis l'espagnol, quelques-unes depuis le portugais. Moi, j'attribue ça au développement de toutes ces plateformes et qu'il faut enrichir de contenu. Netflix, j'aurais pas mal de choses pas forcément très positives à dire sur leur façon de travailler là-dessus, mais ils ont quand même le mérite, je trouve, d'aller piocher des productions un peu dans tous les pays et justement de proposer quelque chose qui est de moins en moins uniforme, peut-être, au moins au niveau de la langue. Moi, je le vois sur mon compte Netflix, on me propose plein de programmes latinos, par exemple, que ce soit en espagnol ou en portugais. Moi, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de traduire plusieurs séries en espagnol. Alors, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est ce qui commence à venir à moi? Je saurais pas te le dire. En même temps, tu sais, mes langues sont pas hyper exotiques. Je traduis pas depuis le kurde, je traduis pas depuis d'autres langues moins courantes. Mm-hmm. Je sais pas. C'est sûr que quand tu travailles depuis l'anglais vers le français, tu fais partie d'une énorme masse et c'est plus difficile de se démarquer, hein, clairement. Puis c'est souvent très mal payé, donc n'importe qui veut faire de la traduction, si sa combinaison de langues c'est anglais-français, je vais fortement l'encourager à ajouter quelque chose dans ce mix-là, parce que c'est vraiment difficile de faire son trou quand tu fais juste anglais-français. En tout cas, dans la traduction audiovisuelle, bonne chance, quoi. Ah ouais, il y a trop, peut-être. Est-ce que le marché est saturé? Ouais, il y en a trop. Ah, le marché est complètement saturé, complètement. Et c'est paradoxal, parce qu'en même temps, t'as ce développement de tous ces contenus, de toutes ces plateformes qu'il faut alimenter, et en même temps, t'as énormément de traducteurs sur le marché. Déjà, le marché est saturé à la base, mais en plus, maintenant, t'as l'arrivée de l'IA, et l'IA est en train de faire des ravages dans le monde de la traduction, tant audiovisuel que autre d'ailleurs, et ça devient de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu en tant que traducteur. C'est inquiétant, on est tous très inquiets. Oui, je voulais avoir ton avis là-dessus. L'intelligence artificielle pour la traduction.
Eh ben, figure-toi que j'ai une cliente hier, pas dans l'audiovisuel, une cliente sur le web, pour qui je traduis à une plateforme web, qui m'a demandé mon avis. Parce que dans sa boîte, ils font de plus en plus appel à l'intelligence artificielle et elle voulait avoir mon sentiment là-dessus. Je vais différencier la traduction audiovisuelle, que je considère être une traduction presque littéraire, en tout cas une traduction créative et très humaine, du reste des traductions qui sont peut-être plus techniques. Dans la traduction audiovisuelle, je trouve que l'intelligence artificielle, ça n'a tout simplement aucun sens. Ça ne fait même pas gagner du temps. Parce que tu traduis des intentions, tu traduis des références culturelles, tu traduis des jeux de mots, il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans la traduction audiovisuelle. L'intelligence artificielle, elle est encore loin, très loin, d'être à la hauteur pour faire quoi que ce soit. Pour les autres types de traduction, ce que je lui disais hier, c'est que moi, je considère que l'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable. C'est vraiment un outil formidable. Mettons que t'as un texte hyper indigeste à traduire sur, je sais pas moi, une extension de protection contre les logiciels malveillants pour ton site web. Et t'as je sais pas moi, 10 pages de tutoriels sur comment installer, désinstaller, faire tes vérifications, restaurer tes sauvegardes, blablabla. L'intelligence artificielle, je trouve qu'elle a un rôle énorme à jouer là-dedans parce que tu balances ton texte et il t'en sort un autre. Mais le travail est très très loin d'être terminé. Ça te donne une excellente base pour commencer, mais si tu prends le texte tel quel, non seulement il est complètement indigeste, mais en plus tu vas avoir des phrases qui n'ont pas de sens, tu vas avoir des termes qui sont mal traduits et donc au final, ton tutoriel ou ton explication ou ton comparatif, il aura pas de sens non plus. Ça demande un énorme travail humain derrière. Et je pense que c'est ça qu'on a tendance à sous-estimer aujourd'hui, c'est la quantité de travail humain qui est encore nécessaire aujourd'hui à apposer par-dessus l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fait des trucs malades. Moi, je suis honnêtement stupéfaite parce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais par contre, c'est pas la panacée, ça ne suffit pas. Ça ne remplace pas un humain. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je pense en toute honnêteté, en toute bonne foi, moi je le dis, l'intelligence artificielle, elle remplace pas un traducteur. Si t'as une phrase à traduire et qu'elle est très straightforward, qu'il n'y a pas de nuances ou de quoi que ce soit, peut-être l'intelligence artificielle, elle peut suffire les yeux fermés. Mais c'est ça le problème, c'est de faire confiance à l'intelligence artificielle les yeux fermés parce qu'elle commet des tonnes d'erreurs et elle est pas capable d'écrire aussi bien qu'un humain. Jamais. Ah oui, et puis moi je le vois par exemple avec ChatGPT, moi je crée énormément de contenu, que ce soit pour les mails de promotion, pour mes cours, mais aussi mes newsletters et tout ça. Tous mes contenus, je les écris moi-même. Et à chaque fois que j'ai essayé avec ChatGPT je demandais à l'outil de, par exemple, booster ce post, améliorer les phrases et les choses comme ça, j'ai jamais été contente du résultat. Pour la création de contenu, en tout cas, peut-être pour les traductions, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, pour la création de contenu, c'est plat, c'est fade. C'est ça. Il y a pas d'émotion. Et moi, j'aime bien ajouter des petits smileys, faire des blagues et tout, et commencer des phrases pas de manière très traditionnelle ou académique. Et l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à détecter ces émotions ou à transmettre ces émotions. Et aussi, il faut relire. Il faut qu'une personne relise le texte. On peut pas balancer comme tu dis. Sinon, c'est horrible. Le mot-clé, c'est la création, justement. L'intelligence artificielle, elle ne crée rien. Elle restitue des choses, elle emmagasine plein d'informations et elle te les vomit d'une certaine manière. Alors, elle peut le faire avec beaucoup de finesse parfois, mais l'intelligence artificielle ne crée rien. Et même au niveau du langage, puisque c'est un peu le sujet qui nous intéresse ici, elle est d'une fadeur. Moi, même pour écrire un blog un post de blog sur, je sais pas moi, justement un WordPress par exemple, pour t'expliquer comment ça fonctionne, je vais essayer de rendre le texte un minimum vivant, de mettre des tournures intéressantes, de rendre le truc un peu pas chiant quoi. Et ça, l'intelligence artificielle, elle sait pas le faire. Elle utilise pas des expressions intéressantes, elle recrache un truc qui existe déjà en fait. Puis elle l'aplanit en plus. Pour reprendre ton exemple, la plateforme WordPress, c'est déjà hyper fastidieux. C'était pas un pro du web et de la création de sites internet. Alors c'est en plus les instructions pour mettre en place un nouveau plugin ou une extension sur ton site internet. C'est pas bien expliqué ou c'est expliqué de manière hyper sans émotion. Franchement, c'est le meilleur moyen pour abandonner. Ouais, c'est clair. Non, moi je vais pas le faire. Et j'aimerais qu'on retourne sur ton métier. Et est-ce que tu as eu dernièrement des projets passionnants dans ta carrière? Ah, j'en ai eu plein.
Ça, c'est un des trucs qui me fait le plus triper sur mon métier, c'est les projets tripants. Celui que je vais toujours citer quand on me demande genre le projet le plus passionnant que j'ai pu avoir, c'était un travail collectif que j'ai fait avec plein d'autres traducteurs parce qu'il y avait plein de langues. D'abord, c'était un projet fleuve et il y avait énormément de langues impliquées. C'est le documentaire de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Human. Et puis quelques années plus tard, il y en a eu un autre qui l'a fait. C'était Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova. Ensemble, ils ont fait une suite à Human qui s'appelait Woman. C'est disponible sur YouTube. T'as une version longue, t'as des versions courtes, t'as des clips. C'est que des interviews face caméra de gens de tous les jours qui te racontent un peu ce qu'est leur vie, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les moments de bonheur qu'ils ont pu rencontrer, et leurs circonstances de vie selon, je sais pas moi, leur genre, leur religion, le pays où ils habitent. Ils ont fait le tour du monde, ils ont recueilli des témoignages dans le monde entier, et c'est tellement beau. C'est poignant, c'est émouvant, c'est tout ce que tu veux. C'est Human et Woman, ça reste mon projet fétiche jusqu'à aujourd'hui. J'ai adoré bosser là-dessus. Et pourtant moi mon trip c'est vraiment de bosser sur des fictions, mais ce documentaire-là, vraiment, je suis hyper fière d'y avoir participé. C'est super beau et j'invite tout le temps les gens à aller regarder sur YouTube, aller regarder Human, aller regarder Woman, même si c'est un petit clip par-ci, un petit clip par-là, parce qu'ils ont vraiment mis à disposition quasiment toutes les interviews une à une. Tu peux regarder le montage au complet ou juste une interview par-ci, une interview par-là. C'est de toute beauté. J'adore. Ah, magnifique. Bon, alors pour les membres du club, j'ajouterai les liens pour pouvoir visionner ces vidéos. Et je pense que j'en ai vu une du docteur Denis Mukwege. Je sais pas si t'en as entendu parler, qui est dans le... Ah, je me souviens pas. Qui soigne des femmes. C'est un gynécologue qui a dans la région du Bukavu. Je me souviens d'une interview de l'ancien président uruguayen, Pepe Mujica, que je trouve hyper touchante. Puis quand tu vois un chef d'État aussi humble et aussi engagé pour les droits humains, mais aussi pour la simplicité. Ce mec-là, il est contre la consommation, contre l'ostentation de richesse, tout ça. Il a un message hyper humaniste et hyper simple. Et voir qu'un chef d'État est capable d'avoir ce genre de mentalité, ça fait du bien. J'ai vu cette vidéo. Il parlait pas de gastar el dinero, tu vois, le temps que t'as besoin pour gaspiller ton argent. Et en fait, ridicule. Quand tu gaspilles de l'argent, t'es en train de gaspiller du temps de vie, parce que pour gagner cet argent-là, il a fallu que tu investisses du temps de vie. Et donc, il faut faire attention à comment tu gaspilles ton argent, parce que c'est de la vie que t'es en train de gaspiller, en fait. Ah voilà, bah oui, c'était fascinant, hyper intéressant. Donc je rajouterai les liens de toutes ces vidéos et une petite pensée évidemment pour Daniel et son travail évidemment. Mais au-delà de ça, j'ai traduit des documentaires incroyables sur les militants écologistes en Amérique du Sud, sur la fin du néolibéralisme au Chili, mais justement parce que j'ai ces langues-là aussi dans mon arsenal, l'espagnol et le portugais, ça me permet d'avoir accès à d'autres trucs, des choses peut-être moins courantes, quoi. J'ai traduit un documentaire génial sur Antonio Banderas et Pedro Almodóvar, sur leur collaboration tout au long de leur de carrière. Oh, wow. J'en ai plein des projets comme ça qui m'ont fait triper, heureusement. Et est-ce que tu as travaillé récemment sur un projet un peu bizarre, rigolo ou chelou ou épouvantable? Oh là là, alors les projets épouvantables... Ça, j'en ai à l'appel. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Généralement, ce qui est épouvantable dans les projets, c'est les conditions dans lesquelles on te demande de les faire. Genre, t'as, je sais pas moi, 10 heures de rush à sous-titrer. Alors déjà, quand c'est des rushs, t'entends la moitié de ce qui se dit. C'est dans une phase de la production où, en gros, le monteur, il a besoin des sous-titres sur les rushs pour pouvoir faire son montage. Donc, on te donne, j'exagère à peine, on te donne une journée pour traduire 20 heures de rush. C'est des conditions atroces. C'est généralement hyper mal payé. Enfin bon. Oui, ça arrive. On essaie de les éviter au possible, mais malheureusement, des fois, t'as des mauvaises surprises en cours de route. Et pourquoi ils demandent des traductions du jour au lendemain? Ils sont hyper mal organisés ou comment ça se passe? Je pense qu'à partir du moment où les productions, elles quittent le terrain et elles passent en mode post-production, tout est dans le rush. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas pourquoi les gens se font pas un planning relax dans lequel tout le monde peut travailler dans de bonnes conditions. Ou alors peut-être qu'ils le font et ça chie en cours de route, j'en sais rien. Mais c'est hyper fréquent. En plus, la traduction, on arrive vraiment en
toute dernière roue du carrosse, quoi. On est toujours au cul du camion, il faut livrer la traduction parce que la diffusion c'est 2 jours après. Donc tu sais que t'as une pression énorme, tu peux pas chier le truc, quoi. Ça arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive tout le temps. Ça fait partie du métier. Quand t'es traducteur dans l'audiovisuel, souvent t'es rushé, quoi. Donc ça fait du bien quand t'as des trucs un peu plus relax. Sur Human, par exemple, on avait un peu de temps pour travailler, et puis c'est tellement satisfaisant de dire que tu fais un travail dont tu vas pouvoir être satisfait à la fin. C'est vraiment cool. Pas dans l'épouvantable, mais un peu, ça me fait penser à ça. J'ai traduit un film d'animation mexicain il y a quelques années qui s'appelait Ana y Bruno, et moi j'ai absolument tripé sur ce projet-là. C'est un film qui a pas hyper bien fonctionné, je pense, notamment parce qu'il y a eu un backlash du côté des parents, parce que c'est un film d'animation. L'héroïne principale du film, c'est une petite fille, et puis il y a plein de créatures fantastiques qui entourent cette petite fille-là, mais ça touchait à des sujets hyper sensible. Ça parlait de santé mentale, et la mère de la petite fille, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Donc t'avais un côté, et puis les créatures qui entouraient la petite fille, pour certaines, elles étaient un peu flippantes, il faut bien dire ce qui est. Et t'as un plot twist à la fin complètement incroyable. Moi, j'ai adoré, je l'ai trouvé super touchant, ce film. J'ai trouvé qu'il parlait de sujets hyper importants. C'est pareil, c'est un truc que je recommande. Ça s'appelle Ana y Bruno. Peut-être plus pour les adultes. Parce qu'effectivement, je pense qu'il peut y avoir des éléments un peu perturbateurs pour les enfants. Mais j'ai adoré savoir que ce truc-là, il existait. Je l'ai trouvé super beau. J'ai trouvé que c'était un super beau truc. Et sinon, dans les projets un peu rigolos que j'ai fait, moi, j'adore les nanars. Tu me donnes à traduire un téléfilm de Noël ou un film d'action à la con, moi, j'adore. Et il y a quelques années, j'ai traduit un nanar. Est-ce que tu peux donner la définition du... Un nanar, c'est un navet, quoi. C'est un film avec généralement à pas très gros budget, encore que parfois t'as des très gros budgets qui sont mis sur des bouses aussi. Tu sais, où l'intrigue vole pas très haut, le jeu d'acteur est généralement pas très bon. Moi, ça me fait triper. J'adore. En plus, je trouve ça hyper cool à traduire. Et j'en ai traduit un qui s'appelle The Doorman. Et le doorman en question, c'est l'actrice Ruby Rose qui joue une ancienne marine qui est en train de se remettre d'un stress post-traumatique parce qu'elle a eu une mission à Bucarest, me semble, où tous les hommes de son équipe sont morts. Elle est la seule à avoir survécu et elle se retrouve à être genre doorman dans un immeuble à New York. Et là, évidemment, il y a, comment il s'appelle le mec qui joue Léon, Jean Reno. Il y a Jean Reno qui joue un ouais. Il y a Ruby Rose et Jean Reno dans ce film, puis lui, il joue un gars qui essaye de récupérer des tableaux qui ont été volés par un ancien soldat d'Allemagne au temps de la guerre. Enfin, c'est complètement absurde, c'est délicieusement mauvais. Je pense que la note sur IMDb de ce film, elle doit même pas être à 5 sur 10. Je pense qu'elle est en dessous. J'ai pris vachement de plaisir à traduire ça. Tu sais, c'est genre, tu sais qu'il y a pas trop d'enjeux, tu peux t'amuser sur les traductions, tu peux te lâcher un peu. Moi, j'ai trippé. Ouais, il y a des trucs vraiment cool en audiovisuel quand même. J'ai jamais entendu parler de ce film. Même chose. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ah, mais c'est trop drôle. J'étais en train de regarder 4.7 sur IMDb. Je suis pas sûre d'avoir déjà vu une note aussi basse sur IMDb. Et la note sur Allociné. Allociné, c'est le site de référence normalement pour les films français en tout cas. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que les francophones et surtout les français sont très 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 durs pour donner des bonnes notes sur les sites, par exemple de films ou même les restaurants en fait. Par exemple, les restaurants, quand on voit un nom français, même si le restaurant est extraordinaire, ils vont mettre 4 au lieu de mettre 5. Et Allociné, il y a parfois des films qui ont eu un succès énorme au cinéma et qui n'ont que 3 sur 5 ou des choses comme ça. Est-ce que t'es sur le site, là? Ouais, The Doorman sur Allociné, c'est 1.8. Sur 5? Donc, sur 5. Donc, ça fait du 3.6 sur 10. Ouais. Ouais, on est sur du gros beau film. Donc un bon navet, donc c'est un légume qu'on utilise dans les soupes et qu'on peut aussi trouver parfois dans certains plats marocains, oui, les couscous et tout ça. Mais c'est aussi l'expression qu'on utilise pour parler d'un film qui est très mauvais, un nanar. Oh, exactement. Et ils ont gardé le titre anglais pour la version française parce que sinon ça aurait été La Concierge.
Donc déjà, c'est ridicule. Et encore là, on en revient à nos histoires de références culturelles. Une concierge ou un concierge chez nous, c'est pas la même chose qu'un doorman à New York. Ils ont pas la même fonction, ils ont pas le même statut, ils font pas les mêmes choses. Enfin, c'est des réalités différentes, quoi. Donc, encore là, traduire le titre, ça aurait été compliqué. Puis en plus, ça s'appelle doorman, donc avec man, alors que le doorman en question, c'est une woman. J'ai tilté, mais je me suis dit, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, les traductions qu'on peut croire les plus anodines, parfois il y a eu une réflexion d'une demi-heure ou de 3 heures derrière, selon les difficultés. C'est pas évident. En ce moment, je suis en train de traduire un documentaire, je viens tout juste de commencer, je suis hyper contente d'être sur ce projet. C'est un documentaire pour... je sais pas si je peux le dire. Bon, c'est un documentaire pour Arte qui parle d'une chanteuse de bossa nova. Une chanteuse de bossa nova qui est incroyablement connue au Brésil, mais qui est pas parmi les plus connues à l'étranger. Et moi, je suis hyper contente de bosser là-dessus. Et je viens tout juste de commencer. Et là, je suis dans la phase où je suis en train de traduire des lettres qu'elle a écrites dans les années 60. Et là, je me pose souvent la question de comment je traduis, parce que c'est un langage hyper parlé, hyper familier. Elle s'adresse à des amis, à son mari, peu importe. Et il y a des termes où il faut que je cherche l'équivalent dans les années 60. Genre, à un moment donné, elle dit qu'elle a fait un dessin qu'on a cuca loca, ce qui veut dire que en gros elle était défoncée, quoi. Elle avait fumé quelque chose ou pris quelque chose. Défoncée dans les années 60, ça marche pas. Donc là, je suis en train de chercher un équivalent qui serait pas un anachronisme. Stone, c'est années 70. Plané, c'est dans les années 70. Mais je trouve rien pour les années 60. Donc je vais peut-être faire un mini anachronisme de 5-10 ans. Mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser quand tu traduis, de te remettre dans le contexte historique, de te mettre dans le bon niveau de langage. Il y a plein de questions à se poser. Alors que, bon, moi, si je le traduisais en anglais, j'aurais juste mis I was high et puis on n'en parle plus. En français, je trouve que c'est souvent un peu plus, justement, c'est pour ça que c'est important de connaître les nuances de la langue dans laquelle tu traduis, d'avoir cette sensibilité à qu'est-ce que cette personne-là, quel mot elle aura employé pour dire telle réalité. Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est fascinant, ouais, parce que défoncer, c'est de quelle année? Défoncer, je me souviens pas, mais défoncer, je l'avais écarté parce que je trouvais que c'était trop fort comme mot par trop rapport moderne à aussi. Je trouve ça trop moderne et je sais pas, moi, défoncer, j'imagine quelqu'un qui vient de se piquer et qui est écrasé par terre, tu vois. Alors c'est peut-être mon interprétation à moi aussi, mais ouais, défoncer, ça me convient pas pour ce truc-là. Oui, c'est assez fort. Mais je connais des personnes francophones natives qui disent, par exemple, hier soir je t'ai défoncé, pour dire qu'ils avaient bu énormément d'alcool. Ouais, alors effectivement, il y a cette question-là aussi, parce que cuca loca, moi je me suis demandé, même si je parle très bien portugais, je me suis adressée à mes amis brésiliens pour leur demander cuca loca. Est-ce qu'on parle de drogue ou est-ce qu'on parle d'alcool? Et là, j'avais des gens qui me disaient, non, c'est forcément de la drogue, et d'autres qui disaient, ça dépend. Moi, je pense que je pourrais aussi l'utiliser pour de l'alcool. Donc, on traduit des mots, mais on traduit des réalités, on traduit des ressentis. C'est compliqué en fait. Oui, et puis il y a plusieurs manières de dire. C'est pas quelque chose que l'intelligence artificielle peut faire, tu vois. L'intelligence artificielle va pas se poser toutes ces questions-là. Non, bien sûr que non. Je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit au début de l'interview. Donc, tu prends en compte l'image pour traduire aussi les textes et tout ça. Et tu sais, il y a une remarque que beaucoup de personnes qui apprennent le français, quand ils commencent à regarder des films en français, avec les sous-titres, il y a toujours cette question. Mais pourquoi l'audio ne colle pas avec le texte? Est-ce que tu as une idée de ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène d'ailleurs exactement. Donc, raconte-nous, Daniel, pourquoi l'audio des films ne colle pas avec le texte qui est écrit sur l'écran? Mais ça, je te dirais que c'est normal pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier de se dire, mais ce qui est écrit, c'est pas ce qui est dit. Je l'ai entendu des centaines de fois. Ah bah oui. Le sous-titrage, il y a tellement de contraintes dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire en sous-titrage qui fait qu'on ne peut pas tout simplement écouter ce qui se dit et le traduire mot pour mot. C'est pas juste une question de traduction littérale ou pas littérale. C'est aussi une question de, malheureusement, notre œil ne traite pas l'information à la même vitesse que notre oui. Et donc tu peux entendre plein de choses et traiter l'information. Si jamais je décidais de retranscrire à l'écrit tout ce qui a été dit, les gens seraient pas capables de le lire. Alors ils l'ont entendu. Si je le mets à l'écrit, ça passe pas. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on voit énormément sur Internet aujourd'hui avec les sous-titres qui sont générés de façon automatique. C'est souvent illisible, ça va trop vite, il y a trop de texte. Et donc, quand tu sous-titres, t'as énormément de contraintes à prendre en compte.
il faut que le langage soit clair, il faut que le sous-titre soit découpé d'une certaine manière pour faciliter la lecture. Tu vas pas couper ta phrase à n'importe quel endroit. T'as non seulement un nombre limité de caractères que tu peux écrire sur une ligne, généralement ça varie entre 36 et 42 caractères selon le média, mais surtout, l'une des contraintes les plus importantes qui fait que non, on ne peut pas écrire tout ce qui est dit, c'est qu'on a un temps de lecture qui nous est imposé. Et ça, c'est scientifique. L'être humain ne peut pas lire plus que X caractères par seconde. Et donc, moi, si j'ai quelqu'un qui dit une phrase, je sais pas moi, hier matin, j'ai essayé d'aller chez le dentiste, mais il y avait plus de place. Mettons, le mec, il a dit ça à toute bombe, et j'ai 30 caractères pour traduire ça. Eh ben, je vais pas pouvoir traduire. Hier, j'ai essayé de prendre rendez-vous chez le dentiste, mais il y avait plus de place. Si j'ai 30 caractères pour dire ça, je sais pas, je vais peut-être écrire, j'ai pas pu aller chez le dentiste. J'ai pas traduit tout ce qu'il a dit, mais je n'ai tout simplement pas la place de traduire tout ce qu'il a dit, parce que si je décide de le faire, le sous-titre, tu vas avoir l'impression qu'il flash devant tes yeux, qu'il apparaît, qu'il disparaît. Tu n'auras pas eu le temps de parcourir tout le texte qu'il y avait à lire. Donc ça a beaucoup à voir avec le débit des gens qui parlent. Quand les gens parlent trop vite, eh ben on est obligé de couper énormément d'informations, et ça fait partie du métier de sous-titreur, de traducteur, d'adaptateur, justement, de rendre l'information concise, de ne pas perdre des informations essentielles. Mais il y en a malheureusement certaines dont on est obligé de se passer. Celles dont on considère qu'elles ne sont pas essentielles, si on n'a pas la place de les mettre, eh ben on les met pas. Et ça donne souvent la frustration des gens qui lisent les sous-titres et qui disent « Oh, mais ils ont traduit la moitié ». Ben c'est parce qu'on n'a simplement pas la place de tout traduire. Et si on décidait de le faire, ce serait intéressant, je pense, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire cette critique-là, de regarder un programme où on traduirait tout ce qui est dit. Je pense qu'au bout de 10 minutes, le mec, il décroche. Parce que c'est pas possible. Parce que t'as besoin aussi de pouvoir regarder l'image, voir ce qui se passe. Tu peux pas juste être en train de lire lire les sous-titres à toute bombe et pas t'intéresser à l'image. Parce que c'est pas le but non plus. Ce qu'on veut, c'est que la traduction, elle soit le plus discrète possible. Ce qu'on veut comme traducteur, c'est que notre traduction, elle ne se voit pas. Il faut que ça soit naturel, que ça soit fluide, quitte à ce que quelques informations non essentielles passent à la trappe. Mais ça fait partie du confort du spectateur aussi. C'est pour ça qu'on ne traduit pas tout ce qui est dit. Mais les francophones natifs font aussi cette remarque, ou c'est dans plusieurs langues? Parce que je sais quand... Ah. Oui, moi j'ai entendu ça de plein de gens qui me disent, tu sais, des gens qui me rencontrent et à qui je dis que je suis traductrice et que j'écris des sous-titres. Une des premières questions qu'ils vont me poser, alors non, la première question qu'ils vont me poser c'est ah bon, tu fais les voix? Je suis comme non, j'écris le texte, je ne fais pas les voix. Je traduis, c'est pas la même personne. Il y a des gens, je pense, qui s'imaginent que la personne qui est en train de parler, c'est la personne qui a traduit. Non, c'est des métiers complètement différents. T'as des comédiens de doublage et t'as des adaptateurs de versions françaises qui vont écrire les textes pour les comédiens. Donc la première question qu'on me pose, c'est ça, est-ce que tu fais des voix? Et la deuxième question qu'on me pose, c'est mais pourquoi dans les sous-titres on traduit pas tout ce qui est écrit? Eh ben c'est pour plein de raisons, mais la première raison, c'est le confort de lecture et la possibilité de lire la traduction. On veut que notre traduction elle soit lisible, sinon on travaille pour rien. Oh, c'est fascinant. Je viens d'apprendre un truc extraordinaire. Voilà, 38 ans, j'apprends encore des choses. Et ça, je sais que c'est une question, un sujet qui revient très très souvent auprès des personnes qui apprennent le français, qui adorent le cinéma, qui essaient de regarder des films et tout. Ils disent à chaque fois, ah, l'audio et le texte, ça fonctionne pas du tout. Bah voilà, Daniel, merci. Mais d'ailleurs, ça, c'est une spécificité qu'on a en France pour ce qui est des sous-titres pour les sourds et malentendants. Parce que moi, quand des gens me disent qu'ils apprennent une langue, quelle qu'elle soit, un des conseils que je donne généralement, parce que moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est de regarder des programmes dans la langue que la personne veut apprendre avec les sous-titres dans cette même langue. En France, c'est pas aussi évident parce que on a une longue tradition du sous-titrage en France, et pour ce qui est du sous-titrage pour les sourds et malentendants, justement parce qu'on a cette préoccupation de rendre le texte lisible, on ne va pas toujours retranscrire exactement le texte français dans le sous-titre pour sourds et malentendants, ce qu'on voit par exemple systématiquement dans les programmes anglophones. Si tu mets un programme anglophone et que tu mets les sous-titres pour sourds et malentendants, tu vas avoir une retranscription quasi parfaite de ce qui est dit. En français, on adapte aussi le texte de manière à ce qu'il soit plus lisible et plus confortable. Reste que, je trouve que c'est une excellente façon d'apprendre une langue, d'écouter un programme
dans la langue cible et de lire les sous-titres en même temps. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. À part évidemment la pratique avec des humains, mais pour ce qui est de l'étude de son côté tout seul chez soi, je trouve que c'est une excellente façon de faire. C'est exactement ce que je propose avec ce podcast, parce qu'il y a un abonnement payant qui s'appelle le club, et dans le club les élèves, ils ont la transcription des épisodes. Donc là, par exemple, ton interview, elle va être transcrite par une personne, c'est pas l'IA, il y a pas d'intelligence artificielle parce que parfois ça marche pas, et donc aussi les transcriptions aussi, elles sont relues comme ça, il y a pas de faute d'orthographe parce qu'on sait que l'orthographe française est compliquée, et comme ça les personnes ils écoutent le podcast, ils peuvent prendre des notes aussi pour voir la prononciation, aussi identifier de nouveaux accents, de nouvelles intonations, notamment avec les interviews comme la tienne. Tout ça ils peuvent le faire à leur rythme. Donc voilà, je suis contente que tu fasses partie de cette team. Ouais, les sous-titres, c'est une excellente façon d'apprendre une langue, ça j'en suis convaincue. Daniel, avant de te laisser partir, j'ai une tradition dans ce podcast, je pose toujours la même question. Si tu devais donner un conseil, tu viens d'en donner un qui était très 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 bon, mais peut-être que tu en as un autre. Si tu devais donner un conseil à une personne qui a envie d'apprendre le français, qu'est-ce que tu recommanderais? Un seul conseil. Je pense que malheureusement, je l'ai déjà livré. Mais quand même, au-delà de toutes les petites techniques qu'on peut avoir pour apprendre, pour enrichir son vocabulaire, comme lire, écouter des chansons, décortiquer les textes des chansons, les sous-titrages, tout ça, je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut ne pas avoir peur de se lancer, parce que la pratique, ça reste un des trucs les plus importants, et pour peu qu'on soit entouré de gens bienveillants, il faut se lancer, puis il faut essayer, il faut parler, même si t'es en train d'apprendre, même si tu vas faire des erreurs. Moi, le portugais, par exemple, que j'ai parlé pendant très longtemps, jusqu'à, je sais pas, mes 25 ans, peut-être, mes 30 ans, je l'ai parlé quasiment exclusivement à la maison. J'avais genre 5-6 locuteurs de portugais autour de moi, puis c'était le seul portugais que je connaissais. Pendant longtemps après ça, j'ai été hyper timide à l'idée de parler portugais avec d'autres gens. Parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de mon accent, j'avais peur de pas paraître suffisamment native, justement. C'est idiot, tout ça. C'est pas comme ça qu'on avance, je pense. Donc, faut se lancer, faut y aller, puis il faut pas avoir peur du jugement, parce que quand t'es en train d'apprendre une langue, t'es déjà en train d'en faire beaucoup plus que beaucoup d'autres gens. À un moment donné, je me suis dit, si les gens ils me jugent, c'est un peu leur problème, parce que je suis en train d'apprendre, puis je parle déjà plusieurs langues, j'ai toutes les raisons d'être fière de ça plutôt que d'en avoir honte, en fait. Donc, ne pas avoir honte, se lâcher, je dirais ça. Parfait. Magnifique. Franchement, c'est hyper beau. Daniel, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, ou qui veulent rentrer en contact avec toi, ou qui veulent travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? J'ai un compte LinkedIn, plus ou moins à jour, mais quand même, j'essaie de remettre un petit peu les nouveautés, les derniers projets sur lesquels j'ai bossé de temps en temps, je m'en souviens. Donc sur LinkedIn, je m'appelle Daniel Marquez. Et puis j'ai un compte Instagram aussi qui est ouvert, me semble-t-il. Ou en tout cas, je vais l'ouvrir. Alors, accrochez-vous, mon compte Instagram, c'est Some Days Last Longer Than Others. Et ça vient d'un programme sur lequel j'ai adoré travailler. Je n'ai pas été traductrice dessus, mais j'ai simulé les sous-titres. Ça, c'est un terme très technique. Quand on sous-titre un programme, on a la phase repérage, on a la phase adaptation, et ensuite, une fois que le travail est fait, on le soumet à un autre traducteur pour qu'il le simule. En gros, il va regarder le programme avec les sous-titres et proposer des modifications, des ajustements, des corrections. Ah oui. Et moi, j'étais cette personne-là. Exactement. C'est la phase relecture en sous-titrage. Et moi, j'étais simulatrice sur la série Weeds, qui a déjà, peut-être 15-20 ans maintenant. Et c'est une série que j'adore. Je la trouve fantastique, cette série. Je suis hyper contente d'avoir travaillé dessus avec des traductrices en plus absolument incroyables. Et la toute dernière chanson qui clôt la série au complet, c'est une chanson de Rilo Kiley, me semble. Et il y a cette phrase dedans. Some days last longer than others. Et je trouve que c'est une jolie phrase. Donc désolée, mais c'est ça mon Instagram. C'est très bien. De toute façon, j'ajouterai les liens dans les notes de cet épisode. Daniel, on l'a fait. Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton aventure, ton histoire et ton métier avec le podcast Le Français avec Yasmine. Ah, merci. Ça m'a fait hyper plaisir. Puis si tu m'avais laissé, j'aurais parlé encore pendant 3 heures. Parce que j'adore mon métier, j'adore les langues, j'adore la culture. Je suis hyper contente de ton invitation, puis de ta patience aussi, parce qu'on a fini par trouver une date, et ça m'a fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous. Bisous. Bye.
tu veux continuer cette conversation avec moi, je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!